Bonjour, je vous propose de commencer. Encore des personnes qui vont arriver, mais vous êtes déjà assez nombreux. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Nous sommes ravis de passer ce moment avec vous. Je suis Yann Pinon de CFC Formation et nous avons le plaisir d'être avec vous ce matin et d'animer ce webinaire sur le sujet des sites et sols pollués. Donc, c'est un webinaire organisé par CFC Formation et animé par notre formateur Jean-Charles Gassot, expert en dépollution des sols. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite précision d'animation, hein. On souhaite que le webinaire soit le plus interactif possible. Donc, c'est du direct, profitez-en en utilisant le chat du webinaire pour réagir, poser vos questions, partager vos expériences sur le sujet si vous le souhaitez. C'est toujours intéressant, utile pour nous comme pour vous. Et voilà, pour faire ce webinaire, un temps d'échange. Donc, il s'agit du bouton discussion que vous avez en bas au milieu de votre écran sur l'interface Zoom. On répondra aux questions plutôt en dernière partie de ce webinaire, mais bien sûr, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. N'hésitez pas à en faire usage. Voilà, pour toutes vos questions, c'est fait pour cela. Et à un moment, on va même faire l'inverse. C'est nous qui allons vous poser directement une question. Voilà, vous aurez à ce moment-là une petite fenêtre qui va s'ouvrir et vous pouvez y répondre. Et voilà, merci d'avance de votre attention et interaction pour ça. Euh, un petit mot en introduction sur CFC Formation pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, CFC Formation, donc on est un organisme de formation. Depuis 1994, on est spécialisé dans le domaine des marchés et des achats publics, notamment dans le domaine des marchés de travaux et de maîtrise d'œuvre, ainsi qu'en gestion de patrimoine bâti, et donc voilà, qui constitue un volet spécifique de notre offre de formation. On propose une offre de formation assez conséquente avec de nombreux modules en présentiel ou à distance, en format court, en format plus long. On a plus de 170 modules de formation sur tous ces sujets. Et bien sûr, on répond aux demandes spécifiques pour construire des formations sur mesure pour nos clients. Et nous sommes d'ailleurs à votre disposition si besoin. Vous retrouverez toutes ces informations, je ne vais pas en dire plus, toutes ces informations et bien plus encore dans notre catalogue 2023, qui est disponible sur notre site internet au format numérique. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui? La loi que vous connaissez bien sûr, la loi Climat et Résilience pour la transformation écologique de la société française, qui a été votée à l'été 2021, comporte de nombreux points en termes de législation et d'objectifs. Mais toutes les conséquences concrètes pour les acteurs publics et privés ne sont pas encore bien comprises ou connues. C'est justement l'objet des différents décrets d'application. Et c'est particulièrement le cas concernant l'ambitieux objectif ZAN, donc zéro artificialisation des sols, qui provoque, zéro artificialisation nette, pardon, qui provoque actuellement beaucoup de débats en termes de conséquences pour les projets d'aménagement ou de construction, pour les collectivités qui vont les porter et les acteurs privés qui vont travailler dessus. Et puisque cette réglementation est, comme souvent, autant une contrainte qu'il faut connaître et respecter qu'une opportunité à comprendre et à saisir, on a fait appel à notre formateur et expert dans le domaine pour faire un point avec vous sur cette législation et vous aider à comprendre ses conséquences actuelles et futures. Et donc, c'est pourquoi je laisse la parole à notre formateur et expert, Jean-Charles Gassot. Merci beaucoup Yann, merci CFC pour cette fenêtre, merci à vous d'être présent ce matin. Alors, rapidement pour me présenter, moi ça fait plus de 20 ans que je fais ça, je fais que ça, la pollution des sols, parce que ça m'intéresse, parce que je m'éclate. Et puis il y a 4 ans maintenant, bientôt 4 ans, j'ai fondé Exact Environnement, expertise, accompagnement et conseil technique en pollution des sols. Par ailleurs, je suis membre de l'Union des consultants indépendants en environnement et je suis membre du comité d'experts de la commission AFNOR qui traite notamment, entre autres, de tout ce qui est révision de la norme. Et j'ai obtenu, il y a 2 ans maintenant, la qualification au PQEBI en tant qu'AMO en site des sols potentiellement pollués. Voilà, et donc c'était l'objet avec CFC de faire une formation. Et aujourd'hui, on va axer principalement sur la partie réglementaire, une grande partie réglementaire et les nouveaux décrets qui sont arrivés. Mais avant cela, on va lancer un sondage, comme Yann l'a dit. Selon vous, de quelle année date la première loi sur les sols en France?
Voilà, alors normalement, vous avez une petite fenêtre qui vient de s'afficher sur votre écran. Voilà, c'est très simple. Vous avez la question qu'on vous pose. Donc, d'après vous, en quelle année a été votée la toute première loi sur les sols? Et vous avez différents items de réponse possibles. Un seul, bien sûr. En 1993, en 2003, en 2014, en 2017, ou dernier item, il n'y a pas encore de loi sur les sols en France. On vous laisse quelques secondes, bien sûr, pour répondre, sans tricher, bien sûr. Il n'y a que des bonnes réponses. Exactement. Alors, eh ben, on a 75% de votants. Je pense que c'est un bon taux de participation. On attend encore quelques secondes. On a quelques résultats qui se démarquent. Voilà, je vais clôturer. Non, il y a encore des réponses. Allez, 5 secondes pour les derniers. Je vois que ça répond encore. Allez, je clôture. Alors, je ne sais pas si vous voyez les résultats. Alors, en tout cas, On moi, je vais a, voir, on va pouvoir les commenter, hein. Il y a un tiers voilà, des réponses qui datent, qui mettent 1993, un tiers qui met 2003, et seulement un cinquième des répondants qui ont donné la bonne réponse. C'est qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas de loi sur les sols en France. Voilà, toujours pas. Hop. Et c'est un peu le sujet. Alors, toutes les dates qui vous ont été ça présentées tombe là, bien elles sur ont- le sujet. Pardon? Ça tombe bien, du coup, s'il n'y a pas Ouais, que la bonne réponse. c'est vrai. Alors, toutes les dates qui vous ont été fournies sont des dates qui ont joué, sur lesquelles il s'est passé des choses en termes de réglementation ou en termes de méthodologie sur les sites et sols pollués. Donc voilà, une frise qui regroupe, alors il n'y a pas tout, hein, mais les principales actions, les principaux événements depuis l'avènement des sites et sols pollués en France. Et on remarque déjà tout de suite une grosse accélération, une grosse présence en termes de réglementation sur les dernières années. Mais s'il faut revenir au début, ben, la prise en compte, la prise de conscience des sites et sols pollués en France, ça date du début des années 90, avec notamment la création de la base de données BASIAS sur les anciennes activités de services et activités potentiellement polluantes. Aujourd'hui, il faut savoir que BASIAS, sur sa dernière mise à jour, qui date de fin 2021, on recense 300, je vous arrondis, 323 000 sites pollués ou potentiellement pollués en France. Plus de 323 000 sites. C'est assez énorme comme chiffre. Par contre, on peut largement supposer qu'on est loin du compte. En 96-99, on a commencé à mettre en place des notions de hiérarchisation et de classification des sites. On parlait d'études simplifiées des risques, on parlait d'études détaillées des risques. On avait des valeurs binaires qu'on appelait les VDSS et les VCI, qui étaient des valeurs en dessous, tout va bien, au-dessus, il faut voir, et très au-dessus, c'est pas bien. Bon, c'était très, très binaire. On verra que ça a évolué depuis. 99, mise en place de la base de données Basol, une deuxième base de données qui est issue de l'administration et des ICPE. Ce sont des sites sur lesquels il y a de la pollution reconnue, donc des sites qui sont soit en surveillance, soit sur lesquels il y a eu des travaux et qui ont été instruits par les administrations, par les DREAL notamment. À la dernière mise à jour de mars 2021, il y avait 9 329 sites dans la base de données Basol. 2003, on est donc arrivé dans le 21e siècle. 2003, on a la mise en place d'une norme de prestation de services relative aux sites et sols pollués, la fameuse NFX 31620. Pourquoi je dis la fameuse? Parce que c'est approximativement, je dirais, le seul tronc du seul arbre de la forêt qu'on a en termes d'outils pour traiter des sites et sols pollués. En 2007, on fait une première refonte de la méthodologie nationale en SSP, une refonte qui est assez majeure puisqu'on introduit des notions d'interprétation de l'état des milieux, on introduit la notion de plan de gestion, le tout tournant autour d'un fameux schéma conceptuel.
Et surtout, grosse première, on élimine les fameuses valeurs de constat d'impact et les valeurs de définition de source au sol, les fameuses VDSS, VCI. Voilà, on les annule et on part du principe qu'on étudie au cas par cas chaque site par rapport à sa pollution et par rapport à son usage. On parlait déjà d'usage, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire. 2014, première loi où on parle doucement de pollution et de sol, c'est la loi ALUR. La loi ALUR va mettre en place la notion de secteur d'information sur les sols, les fameux SIS, qui est une 3e base de données pour recenser des sites potentiellement pollués. À la dernière mise à jour, c'est tout récent, hein, janvier 2023, c'est tout récent, on est à 4 950 sites. 2015, la loi ALUR voit arriver son décret, notamment sur la mise en place des SIS. 2017, 2e refonte de la méthodologie, puisqu'on va maintenant incorporer tout ce qui est lié à la loi ALUR dans la méthodo, avec notamment la mise en place des attestations. Les attestations, on les voit arriver en 2018, puisqu'il a fallu remettre à jour la norme en rajoutant une 5e partie, 4e partie, 1, 2, 3, 4, 5e partie, la partie sur les attestes. Et en décembre 2018, on a un arrêté ministériel sur justement ces fameuses attestations, qu'on appellera maintenant attest ALUR. Vous verrez pourquoi, parce qu'il n'y en a plus une seule. Et il n'y a pas une seule attest, il y en a plusieurs. 2020, là, on voit vraiment arriver une grosse accélération de tout ça. Il y a la loi ASAP sur l'accélération et la simplification de l'action publique qui va avoir une importance, qui va venir modifier les SIS. Il y a la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui va mettre en place, qui va venir renforcer en fait la traçabilité sur tout ce qui est terre excavée et sédiments. En 2020, on a aussi, ça c'est très important, une commission d'enquête sénatoriale qui a été demandée par la députée Gisèle Jourda, députée de l'Aude. Et le constat, le rapport était assez édifiant. Je cite les mots de Laurent Lafont, qui est le président de la commission. Je cite ces mots: on est arrivé à un constat qui est à la fois simple et un peu inquiétant. Il n'existe quasiment rien en termes de droit des sols. Voilà. Donc là, le constat a été fait. Maintenant, on attend de voir ce qui va se produire derrière. En 2021, viennent les décrets sur la loi ASAP et la loi AGEC. On va y revenir juste après. Été 2021, comme l'a dit Yann, la loi climat et résilience qui va venir aussi mettre son petit grain de sel. On parlera rapidement en 2021 on voit que la norme a été révisée parce que à l'été 2021, le Conseil d'État a cassé cette norme. Il y a eu un petit no man's land de quelques mois parce que la norme n'était plus valable, mais il a fallu en refaire une nouvelle version pour obtenir un consensus, enfin chercher à trouver un nouveau consensus pour cette norme entre les différents acteurs de la profession. En 2022, on a eu un arrêté en février sur les attestes, on va y revenir juste après, et on a eu le décret usage, le décret qui est issu de la loi climat et résilience. Et avec une lueur d'espoir, je vous ai marqué en 2023, une lueur d'espoir, je vous ai marqué cette directive européenne sur les sols, qu'on espère. Cette directive, elle est issue de la proposition de directive cadre de 2006, qui a été remise au goût du jour dans le pacte vert pour l'Europe en 2021, et qui devrait théoriquement intervenir pour le 2e trimestre, on va dire le 2e semestre 2023, orienté autour de 5 ou 6 axes, dont un des axes sera spécifiquement lié à la pollution des sols. Donc, ça sera une directive sur la santé des sols. On l'espère. Et étant une directive européenne, on espère prochainement une mise à jour de la législation française. Alors, avant de parler des décrets, il est de bon ton de mettre quelques définitions sur des termes bien particuliers. Et pour ça, c'est tout nouveau. Ça date de la fin d'année 2022. C'est un glossaire qui nous a été présenté par le ministère de la Transition écologique lors des dernières journées techniques sur les sites et sols pollués de novembre 2022. C'est un outil qui a été élaboré par le BRGM
dans le cadre d'une consultation des DREAL, de l'ADEME, de l'INERIS, de l'UCI et de l'UPDS, l'Union des professionnels de la dépollution des sites. Ce glossaire, il est à retrouver sur le site internet Infoterre du BRGM. Et là, je vous ai sorti quelques définitions assez intéressantes parce qu'elles ont un lien sur les prochains décrets. Alors, en premier lieu, un site pollué. Alors, la définition, ils l'ont très grandement simplifié par rapport à la toute première version que nous avait donnée le ministère. Un site pollué, c'est un site où existe une pollution qui affecte un ou plusieurs milieux. Voilà. Un milieu, c'est quoi? C'est le sol, ce sont les eaux souterraines, ce sont les gaz des sols, entre autres. Voilà. Maintenant, un site pollué, ce n'est pas une définition juridique. Et ça, c'est très important. Parce que par extension, quand on vous lisez sur un acte notarié, sur une promesse de vente ou quoi aux caisses, le site a été dépollué, point, ça ne veut absolument rien dire. Ce terme-là ne veut rien dire. Un déchet, alors par contre, le déchet, lui, il a une définition juridique au Code de l'environnement, L541. C'est issu d'une directive déchets, directive européenne, et qui a été complétée par la législation française. Un déchet, c'est une substance ou un objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire ou l'obligation de se défaire. Et la législation française a rajouté ce petit bout de phrase en italique: toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble. Et là, c'est intéressant parce que dans la notion de bien meuble, on voit apparaître la notion de sol. Donc, un sol dont le détenteur doit se défaire, sous-entendu une terre qu'on excave et qu'on évacue, c'est donc un déchet. Et donc, on rentre, à partir de ce moment-là, on rentre dans la codification code déchets. L'usage, alors l'usage, c'est tout nouveau du décret qui vient de sortir. Ça a été codifié, c'était mis au Code de l'environnement, article L556. Un usage, c'est une fonction ou des activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains, sur le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y seront implantées. Là, enfin, on a une notion d'usage. Donc, quand on disait que la méthodologie tournait autour du cas par cas et en fonction de l'usage d'un terrain, on a enfin la définition d'un usage. Maintenant, vous mélangez tous ces mots et vous arrivez sur la définition de qu'est-ce que la gestion d'un site pollué. C'est tout simplement la mise en œuvre de la méthodologie nationale, de la politique nationale en matière de sites et sols pollués, dont les principes sont basés sur la gestion des pollutions, quel type de polluants, des risques qui leur sont associés et suivant l'usage ou les usages de ce site. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Gérer un site pollué, c'est voir les pollutions qui y sont présentes, voir les risques qui sont associés et voir l'usage qu'on en a ou qu'on souhaite en faire. Derrière cette définition, on comprend assez aisément que des terres présentant des remblais avec des impacts en métaux sur lesquels on va poser un parking aérien, on n'aura pas le même type de traitement qu'une ancienne blanchisserie sur laquelle on va mettre des maisons, voire des établissements sensibles comme des crèches ou des EHPAD. Une fois qu'on a parlé de ces définitions, on va pouvoir parler des nouveaux décrets. Et on va commencer par les décrets de 2021, décret AGEC et de décret ASAP. Alors, qu'est-ce qu'ils ont introduit? Le décret AGEC, l'anti-gaspillage et économie circulaire, donc ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2022. Il est venu renforcer la notion de traçabilité des déchets, et notamment des terres excavées et des sédiments, en créant une obligation de tenue de registre chronologique interne pour toute personne qui produise ou qui traite des déchets. Ça veut dire que vous, maître d'ouvrage, vous produisez des déchets parce que vous excavez des terrains, vous excavez des sédiments, vous sortez des terres de vos chantiers. Vous devez à tout moment tenir un registre chronologique en interne de tous ces mouvements de terre. Ça peut vous être demandé par l'administration. De l'autre côté de la chaîne, les filières qui reçoivent ont aussi la même obligation de tenue de ces registres, chose qu'elles faisaient déjà auparavant. Le registre national des déchets, le RNDTS, qui a été mis en place, qui a été créé à cette occasion, qui doit être renseigné, on vient de le dire, par les personnes qui produisent ou qui traitent des terres excavées et des sédiments, toutes les personnes qui effectuent des opérations de valorisation, ou toutes les personnes qui exploitent une installation de transit ou de regroupement de ces terres excavées ou de ces sédiments.
Et ce décret a aussi mis en place, a présenté l'outil, l'application Track Déchets, qui est utilisée pour tout ce qui est déchets dangereux et pour amiante. Aujourd'hui, tout ce qui est bordereau de suivi de déchets dans ces types-là, donc déchets dangereux et amiante, sont générés de manière digitale dans l'application Track Déchets, qui permet une traçabilité parfaite de l'émetteur jusqu'au récepteur en passant par les éventuels courtiers, négociants, transporteurs, regroupeurs. Autre décret qui est entré en application au 1er juin 2022, c'est le décret sur le décret ASAP, Action Simplification de l'Action publique, Accélération et Simplification de l'Action publique, qui apporte des modifications notamment sur les ICPE, qui redéfinit le périmètre des SIS, notamment via les ATES, on va le voir juste après. Ce décret a aussi mis en place des définitions juridiques spécifiques pour qu'est-ce qu'une cessation d'activité d'une ICPE, qu'est-ce que la mise à l'arrêt définitif et qu'est-ce qu'une mise en sécurité. Ce décret a mis en place de nouvelles compétences qui ont été attribuées au bureau d'études. On va le voir juste après sur les ATES. Et puis, ce décret a aussi un peu plus impliqué le préfet dans la désignation de l'usage futur. En effet, à la demande du maire, le préfet doit se prononcer sur l'éventuelle incompatibilité d'un site et fixer l'usage futur à prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans le cadre de la réhabilitation. Donc, un projet peut être retoqué si les usages qui sont proposés ne sont finalement pas bons au regard de l'administration. En 2022, on continue. On a l'arrêté sur les attestations, donc de février 2022, qui vient mettre en place 4 nouvelles attestes. Donc, on avait déjà l'atteste Allure, qui est à faire par un bureau d'études certifié pour dire que toutes les mesures de gestion ont bien été prises en compte par un maître d'ouvrage et qu'à l'issue de cette prise en compte, le site est compatible à l'usage ou aux usages qui sont définis. Mais maintenant qu'on a défini de manière juridique tout ce qui était mise en sécurité, cessation d'activité, les bureaux d'études vont devoir maintenant, dans le cadre des ICPE uniquement, on parle bien des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement, les bureaux d'études vont devoir maintenant attester de la mise en sécurité d'un site, que les mesures de gestion proposées sont en adéquation avec la réhabilitation, en adéquation avec le projet futur et nos nouveaux usages, vont devoir attester de la conformité des travaux par rapport aux objectifs de réhabilitation, et une dernière attestation qui est liée au parc éolien sur la mise en œuvre des opérations de démantèlement et de remise en état pour les éoliennes. Tout simplement, l'État donne délégation au bureau d'études pour faire le boulot des inspecteurs qui ne peuvent plus le faire, pour mener à bien toutes ces vérifications. Le décret usage, donc là sur la loi climat et résilience de 2021, le décret qui est apparu en décembre, c'est tout récent, décembre 2022, est venu définir maintenant la notion d'usage. Il y en a 8. C'est très, très spécifique. Il y a un guide méthodologique qui est en cours de rédaction justement pour accompagner ce décret, pour bien définir les 8 usages, et puis bien définir aussi ce qu'est qu'un changement d'usage. C'est-à-dire que l'un des usages projetés est différent de l'un des usages antérieurs. C'est le même, mais il y a des expositions qui sont différentes, où on passe d'un autre usage à un autre usage. Et tout ça est en vigueur depuis le 1er janvier de cette année. Un petit point sur la responsabilité quand on parle de sites et sols pollués. Alors, au-delà du principe du pollueur-payeur, hein, qui a été mis dans le Code de l'environnement au début du XXIe siècle. Maintenant, on a un article qui est très spécifique, le 556-3, qui définit l'ordre des responsabilités. Et par responsable, on entend en premier lieu le dernier exploitant, uniquement quand on est dans le cadre d'une ICPE. Et on parle bien de l'exploitant, hein. On ne parle pas du propriétaire, on parle bien de l'exploitant. Si on n'est pas dans le cadre d'une ICPE, en termes de responsable, en premier lieu, on a le maître d'ouvrage qui souhaite changer l'usage
ou la notion de tiers demandeur. C'est un cas un peu particulier, mais à partir du moment où vous êtes maître d'ouvrage et que vous changez d'usage, vous devenez en partie responsable de la pollution qui est présente sur le site. Et en dernier lieu, le propriétaire peut être tenu pour responsable s'il est démontré, après bataille juridique, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'était pas étranger à cette pollution. Donc on voit là tout le rôle toute la responsabilité qui pèse sur les épaules d'un maître d'ouvrage en termes de pollution des sols et des eaux souterraines. Le vendeur, par contre, lui, il a des responsabilités, il n'en a qu'une seule, très simple, qui sont fixées dans l'article L525-7 du Code de l'environnement dans le cadre de terrain inscrit en secteur d'information sur les sols, ou à l'article 514-20 si on est dans le cadre d'une ancienne ICPE. Dans ces cas-là, le vendeur a pour seule et unique obligation un devoir d'information à son acquéreur, par écrit. C'est tout. Il n'a absolument pas l'obligation de faire le moindre diagnostic, de mener le moindre travaux. Il doit avertir par écrit son acquéreur. L'acquéreur, dans le cas où on est sur une ancienne ICPE qui a été mise à l'arrêt, et dans le cas où l'usage projeté est différent de l'usage précédent, le maître d'ouvrage va devoir définir des mesures de gestion, donc mener ce qu'on appelle un plan de gestion. Il va devoir mettre en œuvre les préconisations du plan de gestion pour que son terrain soit compatible avec l'usage ou les usages qu'il a projetés. Et il devra faire attester de l'ensemble de cette prise en compte par un bureau d'études certifié, la fameuse attestation ALUR dont on vient de parler. Pour terminer, je voulais faire un petit focus sur les subventions en termes de sites et sols pollués. Il y a eu un peu lié à la commission sénatoriale, la prise en compte, la prise de conscience de la problématique de la pollution des sols. Il y a eu en 2021 un appel à projet qu'on appelait le Fonds Friche et qui a connu un engouement tellement énorme que le gouvernement et le président ont reconduit par 3 fois en tout ce fonds Friche et que ce fonds Friche maintenant devient pérenne via le fonds vert depuis le début de cette année. Alors, si on fait un petit retour en arrière sur le fonds Friche et le fonds vert, qu'est-ce qui va changer? Alors, qu'est-ce qui ne va pas changer déjà? Plutôt, globalement, l'enveloppe. Le tout premier appel à projet, on avait l'enveloppe de 300 millions qui a été distribuée. C'est ce qui va être distribué encore cette année sur le fonds vert. Le fonds vert regroupe tout un tas d'items, dont une toute petite partie liée à la pollution des sols. Le fonds vert, c'est 2 milliards. La pollution des sols, c'est 300 millions de ce fonds. Par contre, ce qui change, et ça c'est non négligeable, avant nous étions sur des appels à projets, donc à des dates figées. Il y en a eu 2 en 2021 et un appel à projet en 2022. Là maintenant, les demandes se font, je dirais, au fil de l'eau. Vous pourrez déposer vos dossiers sur la plateforme digitale qui est spécifique pour ça. Et ça sera les préfets qui étudieront et qui attribueront ou pas des sommes d'argent par rapport à un montant qui leur a été confié sur ces 300 millions. Si je fais un petit retour en arrière quand même, pour bien prendre en compte l'importance de ces fonds friches, le premier appel à projet, il y avait 300 millions qui étaient mis sur la table et l'État a reçu plus de 1100 ou 1200 dossiers qui totalisaient 1,2 milliard de demandes d'aide. Au final, donc, les 300 millions ont été attribués. Il y a eu, sur les appels à projets, donc hors ADEME, il y a eu 490 lauréats. Et donc, face à cet engouement, c'est pour cela que le gouvernement, dans un premier temps, par la voix du Premier ministre, puis après par la voix du Président de la République, ce fonds a été reconduit. Donc, une deuxième fois en 2021. La deuxième fois, il y a eu 503 lauréats pour 282 millions d'euros de subventions accordées.
Et en 2022, le seul appel à projet qu'il y a eu, il y a une fois encore, il y a eu 1200 candidats, plus de 1200 candidats. Il y a eu 245 lauréats qui se répartissent l'enveloppe de 100 millions. Donc, ce qui change cette année, on revient à 300 millions et ça sera au fil de l'eau distribué par les préfets. Et je tiens à rappeler à nos maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés, qu'en marge de cela, il y a toujours le maintien des subventions pour les études qui peuvent être distribuées par l'ADEME. Alors, je n'ai plus en tête l'enveloppe, mais je crois qu'on tourne autour de 500 000 euros par an pour mener à bien vos études dans le cadre de reconversion de friches, polluées ou au risque de pollution. Vous pouvez toujours demander des aides auprès de l'ADEME. Voilà, je reviens sur le fonds vert, ça peut subventionner les études, les travaux de dépollution, travaux de démolition, des aménagements et tout ce qui est lié à la reconversion des friches. Je crois que l'on a fini, tout à fait, on en a fini. Yann, c'est l'heure des questions-réponses. Oui, tout à fait, pile à l'heure. Alors, on a effectivement quelques questions, on a aussi des réponses. C'est assez intéressant. Alors, on a une première question. Si mon site n'est pas référencé dans une base de données officielle et que je dois réaliser des travaux, par exemple construction d'immeubles, quelles investigations je dois mener en tant que donneur d'ordre? Officiellement, si on est sous aucune des bases, qu'on n'est pas ICPE, officiellement, il n'y a rien à faire. Officieusement, il sera toujours intéressant à double titre de faire quand même des diagnostics adaptés pour savoir si l'usage qu'on veut faire du terrain est adapté par rapport à d'éventuelles pollutions, d'une part. Et d'autre part, j'en reviens sur la notion du code des déchets. À partir du moment où une construction va générer un mouvement de terre et des terres qui vont sortir du terrain, il faut savoir comment gérer ces déchets. Et donc, il faut avoir les bonnes études pour solliciter les différentes filières de valorisation ou de stockage. Et pour ça, il faut mener des diagnostics pour répondre à ces demandes. D'accord, merci. Alors, s'il n'y a pas de définition juridique du coup d'un site pollué, comment être sûr que le terrain acheté me permet de réaliser les travaux dans le respect de l'environnement et de la sécurité des personnes? Je pense que vous y avez aussi du coup répondu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis qu'un site a été dépollué, ça ne veut rien dire. Il est fort, en général, la phrase est complétée par le site a été dépollué, pardon, pour l'usage de. Si demain vous avez un autre usage prévu, sachez que vous aurez certainement peut-être des compléments de travaux à réaliser. On a une question. Lorsque le dernier exploitant n'existe plus, le propriétaire du site peut-il voir sa responsabilité engagée? S'il était conscient, s'il était sachant de la pollution et qu'il n'était pas étranger à cette pollution, il peut avoir sa responsabilité engagée. Et si ce n'est pas le cas, et si l'exploitant n'existe plus, on est sur une notion de site orphelin quelque part. Et là, ça devient un peu plus complexe. Donc, il s'agira de prouver que le propriétaire était au courant de la situation. Si on peut, oui. On a une question sur les aides et les subventions dont vous avez parlé. Les aides concernent seulement la partie études ou y a-t-il aussi de l'aide à la dépollution? Alors, les aides ADEME sont spécifiquement liées à la partie études pour réaliser les études. C'est des prises en charge qui peuvent aller jusqu'à 40 à 50% du montant global des études pour la prise en charge de ces études-là, à faire réaliser par des bureaux d'études certifiés. Par contre, le fonds vert subventionnera, de ce que j'en ai lu, des études, mais aussi des travaux. Et dans travaux, vous aurez tout ce qui est désamiantage, dépollution. D'accord. Et on n'a pas d'autres questions. Donc, Alors oui, le PowerPoint sera diffusé de ce que je crois, Yann. oui, c'est la dernière question, effectivement. Oui, pour les participants, on vous enverra le replay et le support.
Alors, il y a peut-être des dernières questions qui vont se déclencher. En attendant, on peut peut-être passer sur la dernière. Voilà, du coup, pour aller plus loin, évidemment, que ce webinaire qui est déjà très complet, mais qui est en fait une sorte de mise en bouche de notre formation, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à dire. Donc voilà, nous, on vous propose cette formation animée par, du coup, évidemment, Jean-Charles Gassot. C'est une journée entière consacrée à ce sujet, donc intégrer la gestion des sols pollués dans vos opérations d'aménagement ou de construction. Une journée en présentiel à Paris. On a différentes sessions en 2023, la prochaine étant le 5 avril. Mais voilà, il y en a d'autres, n'hésitez pas à regarder. Est-ce que vous voulez en dire un mot, Jean-Charles, par rapport à ce que ça apporte de plus, évidemment, par rapport au webinaire? Oui, oui, oui. Donc, dans cette formation-là, on a un premier temps sur la réglementation. On en a vu une partie ce matin. Donc, la partie réglementation est complétée, notamment avec tout ce qui est tiers demandeur. Mais on regarde aussi tout ce qui est diagnostic. On fait un point sur la norme, sur les différents diagnostics qui existent, comment les mener, avec qui les mener. On parle de prix, on parle de techniques de dépollution, on parle de gestion de déblais, on parle de traque déchets. Voilà, on va beaucoup plus loin sur toute la journée. C'est une formation donc, qui s'adresse à la fois à la maîtrise d'ouvrage public, mais aussi privée, aux collectivités territoriales, aux promoteurs immobiliers, aux aménageurs urbains. Voilà, ça concerne beaucoup de personnes et pas simplement la maîtrise d'ouvrage public. Tout à fait. Voilà, écoutez, je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Évidemment, voilà, juste sur la. Jean-Charles, si vous pouvez passer juste à la dernière page. Voilà, c'est juste. Voilà, donc merci beaucoup, Jean-Charles, pour cette présentation, ce webinaire très complet, instructif et qui montre bien l'importance de connaître et de comprendre toute la législation réglementation sur ce domaine. Merci à vous pour votre présence ce matin. Voilà, on va vous envoyer les informations, le replay et le support, et on reste disponible si vous voulez vous inscrire à cette formation ou si tout simplement vous avez des questions ou un besoin d'information, vous n'hésitez pas via notre site internet qui s'affiche à l'écran, via le numéro de téléphone que vous pouvez appeler ou le mail, vous n'hésitez pas, on est à votre disposition. Et on vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Yann. Merci à tous.